Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver à la Pendulerie, une boutique magnifique de pendules, comme son nom l'indique, au 19 rue de la Paix, parce qu'on avait un petit peu marre de parler de montres bracelets, on voulait revenir vraiment à la source et à la beauté de l'horlogerie. Et donc ici, on trouve des pendules magnifiques, des régulateurs de précision avec des types d'encre, de mouvement, avec des échappements à force constante ou des remontoirs d'égalité. Sans parler évidemment de tous les métiers d'art qui sont mis en avant à la fois sur les cadrans en émail ou encore les boiseries, les plaquages ou les dorures. Donc aujourd'hui, on se propose de faire une petite digression, un hors-série, si vous le voulez bien, sur ces machines spectaculaires, magnifiques, qui étaient réservées à très peu de personnes auparavant. Préparez-vous, ça va être exceptionnel. À la différence de l'horlogerie aujourd'hui où on veut tout réunir sous une même notion de manufacture, à l'époque on avait vraiment des corporations qui étaient très différentes et distinctes et qui devaient le rester. On devait vraiment rester à sa place, c'est-à-dire qu'il y avait l'émailleur d'un côté, il y avait l'horloger de l'autre, il y avait le doreur à un autre endroit. Et ils venaient faire correspondre leur métier pour donner vie à une pièce en particulier. Et c'est ça toute la beauté de cet art. Et ce qui est bien avec la pendulerie, avec l'équipe de la pendulerie aussi, parce qu'il faut savoir que rue du Faubourg Saint-Honoré, il y a l'atelier de restauration qui se trouve en dessous du magasin principal et qu'ils font travailler des entreprises du patrimoine vivant, donc en France, d'un côté pour l'émail par exemple, de l'autre côté pour le travail du bois, pour les dorures et aussi évidemment pour les mouvements. Alors on va se concentrer aujourd'hui sur quelques pièces d'intérêt, même si on aimerait parler de toutes les pièces que l'on peut trouver dans le magasin de la rue de la Paix ou le magasin du Faubourg Saint-Honoré. Et on va se concentrer sur évidemment les savoir-faire d'artisanat, à la fois des cadrans, des plaquages, le travail du bois, des bronzes. Mais on va évidemment aussi vous présenter toute la complication que peut avoir un mouvement en repartant vraiment de la base. Et sur les images de Valentin, vous allez vraiment pouvoir voir toutes ces pièces-là en marche. C'est ça la beauté de l'horlogerie. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on voulait vous emmener à la pendulerie pour revenir aux fondamentaux de l'horlogerie. On va commencer avec un exceptionnel et magnifique régulateur en acajou et plaquage d'acajou à échappement dit à force constante. Alors on va d'abord dire un petit mot sur ce qu'est le remontoir d'égalité ou l'échappement à force constante. Alors il s'agit d'un système qui se trouve entre la source d'énergie, et ça c'est le ressort moteur, je vous en avais parlé lors d'une longue vidéo qui vous expliquait le fonctionnement d'un mouvement mécanique, et le régulateur qui est responsable de la précision. Donc pour vous donner une idée, dans les montres contemporaines, le balancier, qui permet d'avoir des impulsions d'intensité constante. Ce système il agit comme une seconde source d'énergie qui reçoit par intervalle de temps de l'énergie du ressort principal avant de la restituer vers le régulateur. Ça permet ainsi de donner de l'énergie constante au régulateur et de contenir l'énergie du moteur. D'ailleurs ici en périphérie du cadran, on voit très bien, c'est marqué remontoir inventé et exécuté par Honoré Ponce en 1806. Donc là vous voyez vraiment qu'on a un morceau d'horlogerie. Quand je dis un morceau, c'est-à-dire c'est grand et ça pèse son poids, donc c'est pas quelque chose que vous allez mettre n'importe où, c'est quelque chose qui impressionne quand on le regarde. Évidemment vous retrouvez dans la partie haute le cadran, juste en dessous la partie remontoir d'égalité, et après vous allez avoir le pendule, donc cette masse qui va permettre ensuite à l'échappement de fonctionner. Dans la partie haute où on va prendre l'information de l'heure, vous avez plusieurs parties. D'abord vous avez, on va dire, le cadran principal annulaire qui est émaillé, là où on peut lire les secondes avec les chiffres arabes qui ont été peints à la main en noir. Et d'ailleurs on voit cette très belle et longue aiguille des secondes bleuies avec son extrémité en croissant de lune qui parcourt ce joli cadran annulaire. Et vous allez avoir en plus de ça un cadran auxiliaire qui est circulaire aussi, avec cette fois des chiffres romains, une aiguille des heures et une aiguille des minutes, toutes deux bleuies, et toujours avec cette même beauté, ici encore plus d'espace, et cet émail très très bien réalisé. Et quand je vous disais au départ que en fait la beauté de ces objets tenait du fait qu'ils étaient le fruit de plusieurs savants artisans, ici le cadran il est signé Dub, alors à ne pas confondre avec Dub qui est une musique spéciale des dernières années évidemment, mais qui est la signature d'Étienne Gobin, qu'on appelait aussi Dubuisson, et qui signait ces petites œuvres, qui signait ces cadrans en émail. On vous l'a dit, vous avez vu sur le site, vous l'avez vu dans nos différentes vidéos, l'émail c'est vraiment un savoir-faire particulier, il y a beaucoup de casses, et pour arriver à un cadran qui soit très joli et pour en faire aussi plusieurs qui soient à peu près uniformes, ça demande une très très bonne main, une très très bonne maîtrise. Vous avez un peu plus sur la droite une aiguille également bleuie, les aiguilles bleuies c'est la vie, qui vient se positionner entre 0 et 14 pour montrer que la réserve de marge peut s'étendre jusqu'à 14 jours, ce qui est
assez fort, assez impressionnant. Donc vous vous doutez bien que cette pendule, on la remonte et qu'elle a un bon ressort moteur. Le point très positif d'avoir accès à des gros ouvrages comme ça, et en particulier là où il y a un remontoir d'égalité, c'est que sur un gros régulateur, il y a un gros remontoir d'égalité, donc on comprend du coup plus facilement avec notre œil béotien comment il fonctionne, même si évidemment on peut l'apprécier aussi sur des pièces très récentes à complication, des montres bracelets. Ici on voit que on a un lourd balancier bimétallique qui est soutenu par une suspension à couteau, et on retrouve tout en bas la lentille avec un dard et les degrés du cercle de 0 à 2. Et en fait, ce lourd balancier bimétallique, vous le voyez bien sur les images de Valentin, il fait donc un travail de plusieurs degrés, et toutes les 2 secondes, il va venir dégager le remontoir d'égalité. Le remontoir d'égalité, entre guillemets, s'emballe et lâche de l'énergie, et après, hop, il vient comme ça, comme un barrage, retenir l'énergie. Donc l'aiguille des secondes, après avoir fait son mouvement de 2 secondes, s'arrête parce que le balancier vient l'arrêter, et ensuite il repart. Là, il ouvre les vannes d'énergie, l'énergie sort pendant 2 secondes, de manière constante, mais dans un intervalle de temps très diminué, puis ça se referme, etc., etc. Donc vous comprenez vraiment comment fonctionne le remontoir d'égalité, à savoir que tous les intervalles de temps, ici 2 secondes, il va y avoir un relâchement d'énergie constante qui permet d'un côté de contenir l'énergie du ressort moteur, et de 2 d'apporter de l'énergie constante au régulateur. Enfin, après vous avoir parlé des talents d'Étienne Gobin dit Dubuisson pour l'émaillage de ce cadran en 2 parties, de la partie mécanique d'Honoré Ponce, il faut parler de ce que l'on voit en bois autour de ce magnifique ensemble. Alors, cet ensemble-là, il est renfermé dans une très jolie caisse néoclassique en acajou et plaquage d'acajou, et vous avez même, si vous vous levez les yeux vers le haut, la corniche débordante qui est moulurée. Donc ça, c'est vraiment un travail d'artisanat phénoménal, et vous voyez que dans le temps, ça a duré de la plus belle des manières, et la plus belle surprise, c'est que finalement, la pendulerie rattache ce travail de caisse néoclassique acajou, plaquage acajou, à l'œuvre de Ferdinand Schwartfeger, qui était l'ancien ébéniste de la reine Marie-Antoinette, et qui s'était spécialisé sous l'Empire dans la création de caisses de pendules et de régulateurs, dans notre cas ici. On a aussi eu la chance de voir ce magnifique pendule planétaire à musique à 4 colonnes qu'on appelle en rotonde, en plaquage de loupe d'amboine, avec aussi du bronze très finement ciselé, molleté et doré, qui est un travail de l'horloger Zacharie Ringot. Alors Zacharie Ringot, on ne connaît pas très bien son activité. On sait qu'il était actif entre 1805 et 1830, et qu'il est né à Mons en Belgique, et qu'il a travaillé dans le nord de la France, en particulier à Tournai en 1806 et à Gand en 1810. Il a été reçu à Paris en tant qu'horloger mécanicien de son Altesse Sérénissime le Duc de Chartres, et avec la Restauration Ferdinand Philippe d'Orléans, et il sera horloger mécanicien de la couronne en 1824. Ce qu'on voit là, c'est vraiment un objet toute beauté. En bas, on va dire, une pendule traditionnelle. Ce qui est impressionnant sur cette œuvre de Zacharie Ringot, c'est de voir qu'au-dessus du cadran émaillé principal, on a le planétaire qui tourne autour du Soleil en 365 jours, et qui peut évidemment être désengrainé manuellement. On retrouve un grand anneau en métal argenté avec le calendrier zodiacal, les quantiers manuels et les 12 mois de l'année. On a aussi la petite lune que vous voyez avec sa partie noire et sa partie blanche, avec son âge de la lune de 1 à 29,5. Et évidemment, elle est placée en satellite de la Terre sous forme de mappemonde, qui est surmontée d'un cadran en métal à double numérotation en chiffres romains de 1 à 12, permettant de connaître l'heure qu'il est dans les différentes parties du monde. Voilà, beaucoup de choses. Vraiment une pendule qui est très visuelle et qu'on apprécie beaucoup. Faire un petit détour par ce joli pendule de cheminée en terre cuite à figure d'égyptienne, qui est un travail à la fois de sculpteur de Louis-Simon Boiseau et de l'horloger Louis Bosse. Et pourquoi je vais vous en parler rapidement, c'est qu'on voit sur ces pendules de manière générale l'échappement au dos. Et ici, on peut voir un échappement à encre. Et vous voyez très bien sur les images de Valentin que le souci posé par les premiers échappements à encre, c'est qu'il y a un recul de la roue d'échappement après, on va dire, toutes les étapes d'engrenage, de désengrenage. On voit il y a un très léger recul, et c'est ça qui, dans les échappements que je vais vous présenter après, qui sont un échappement à cheville de Lepaute et un échappement Graham, qui sont effacés, qui sont corrigés. On a plus ce petit recul, et ça va être mieux pour la précision
de ces pendules, qu'on va appeler du coup des régulateurs, puis qui sont plus prestigieux, plus précis. On passe à ce qui est à mon sens une des plus belles pièces ici qu'on trouve dans ce superbe lieu de la pendulerie, qui n'est autre qu'un régulateur de bureau à équation du temps et remontoir d'égalité en bronze très finement ciselé et doré à l'or mat. Ce que vous avez devant vous, mesdames et messieurs, on peut dire que c'est un des modèles les plus aboutis de la belle horlogerie parisienne de luxe, des dernières années du XVIIIe siècle, et même des premières années du XIXe, clairement. Et donc on va retrouver ici un très joli cadran en émail avec des chiffres romains. Vous allez avoir la seconde au centre, vous allez avoir l'indication par une aiguille qui est terminée par un petit soleil de l'heure solaire exacte, et donc vous allez obtenir entre ces deux aiguilles le temps solaire moyen et le temps solaire vrai. C'est ça cet écart et ça cette équation du temps qu'on retrouve ici sur le cadran de ce magnifique régulateur. Pour rappel donc, l'équation du temps elle marque la différence entre le temps vrai qui est le temps solaire et le temps moyen qui est notre temps terrestre. Comme dans le régulateur que je vous présentais au départ qui a été réalisé par entre autres Honoré Ponce, ici on va avoir un remontoir d'égalité et on voit son fonctionnement encore une fois, de la même manière que dans le travail d'Honoré Ponce, au dos de ce régulateur de Lepaute, où en fait, par intervalle de temps, va être relâchée l'énergie qui va faire avancer l'aiguille des secondes. Ça, c'est qu'une partie. Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que tout ce travail-là, il est aussi permis par un type d'échappement particulier. C'est aussi là qu'on voit qu'on a affaire à un régulateur de précision, c'est-à-dire une horloge de luxe. C'est qu'en fait, d'ailleurs, on a un échappement à cheville, qui est aussi caractéristique du travail de l'horloger Lepaute, qui en fait va équiper de chevilles semi-cylindriques son échappement pour diminuer la chute. Donc on le voit bien sur les images de Valentin, ce travail de création d'échappement à cheville. Alors l'échappement à cheville il avait été créé de mémoire au début des années 1740 par Louis Amand. Il a été utilisé et perfectionné par Lepaute qui l'a équipé sur ses régulateurs de précision. Donc on voit en fait que sur la roue d'échappement, on a des petites chevilles semi-cylindriques qui sont créées pour diminuer la chute et on a vraiment cette partie de l'échappement tellement particulière avec ses deux bras très rapprochés et ses deux petites palettes. Et par rapport à ce que je vous disais juste en vous présentant avant le pendule avec l'égyptienne, c'est qu'on, contrairement à l'échappement ancre, enfin au premier échappement ancre, on n'a pas ce recul et du coup en fait on est dans un système un peu de chute, donc on n'a jamais de recul et ça va permettre d'avoir une meilleure précision, ce qui est un peu la quête de l'horloger et en particulier de l'exceptionnel Lepaute. On ne pourrait pas finir sans parler de la qualité exceptionnelle de la dorure et de la ciselure de la caisse de ce magnifique régulateur qu'on peut rattacher à l'œuvre de Pierre-Philippe Thomire, qui était un des plus importants bronziers parisiens de son époque. Et il faut se dire qu'à l'époque, les techniques qu'on utilisait pour ciseler le bronze et aussi pour le dorer à l'or, alors c'était des techniques qui utilisaient un peu des produits très chimiques et très forts qui faisaient perdre la main si on les mettait dedans carrément. Mais en tout cas, sur le temps, et le temps long ici, parce qu'on est là plus de 200 ans après la création de ces œuvres, je vous fais pas de dessin, mais les bronzes n'ont pas bougé, les dessins sont toujours aussi jolis et c'est vraiment une œuvre d'art exceptionnelle. On va finir un peu avec la même forme et le même esprit que le régulateur de Lepaute que je viens de vous présenter, avec un autre très rare régulateur de bureau, toujours à remontoir d'égalité en bronze, ciselé et doré à l'or mat, qui est un travail de l'horloger Robert Robin, et on retrouve évidemment un très très beau cadran en émail blanc avec ses chiffres peints en noir qui est signé Dub pour Dubuisson. Ce qu'on peut apprécier avec ce mouvement qui est signé Robin, ça va être encore une fois, comme ce que je vous racontais il y a quelques minutes, le travail de l'échappement. Et si je vous parlais sur le régulateur de Lepaute d'un échappement à cheville, ici on va parler d'un échappement Graham. Donc ça c'est un échappement qui a été inventé au début des années 1720 par George Graham, un horloger célèbre dont je vous parlais il n'y a pas si longtemps. Je vous remets la vidéo juste ici. C'est un échappement à repos flottant et l'avantage, je vous en parlais, c'est qu'il élimine le recul qu'on pouvait avoir sur d'autres échappements, et en particulier les premiers échappements avec cette forme d'encre. Cet échappement Graham, on le reconnaît aisément parce que l'encre paraît symétrique, même si vous regardez un petit peu, elle l'est pas vraiment, mais en tout cas visuellement elle paraît, et que en fait les dents de la roue d'échappement, elles sont dirigées dans le sens de la rotation. Et de toute façon l'effet escompté est là, puisqu'on voit que le mouvement de cette roue d'échappement n'a pas de recul. Et ça c'est beau, et ça veut dire que la mission est remplie. Encore une fois, et encore par rapport au régulateur de Lepaute, on a plaisir à retrouver encore une ciselure et une dorure
de la caisse qui sont absolument splendides et qui permettent de rattacher ce régulateur de précision au travail de Pierre-Philippe Thomire, qui était, comme vous le disiez, un des plus importants, des plus grands bronziers parisiens de cette époque, au début du 19e siècle et à la fin du 18e siècle. J'espère que cette première vidéo d'introduction réalisée avec la pendulerie vous aura plu et vous aura permis surtout de comprendre la vraie beauté de l'horlogerie, et aussi toutes les évolutions au fil des années qui ont abouti aujourd'hui à ce qu'on prenne finalement beaucoup de plaisir avec des montres bracelets. Mais voilà, les montres bracelets, c'est pas tout. Il y a évidemment les montres de poche, mais aussi les pendules et les régulateurs de précision. Et c'est pour ça qu'on voulait vous raconter cette belle histoire aujourd'hui. Ce n'est que le début, parce que évidemment, moi je suis un grand passionné de ces objets de mécanique, de précision. Et donc par la suite, dans le futur, vous retrouverez, je vous attends, de très très beaux épisodes, peut-être même sur des pièces en particulier et des complications que vous n'aurez jamais vues. On se retrouve très bientôt. Merci.